En allant chercher mon mari, sa secrétaire glaciale m'a bloqué, sa femme et son fils sont à l'intérieur. Veuillez partir. L'épouse du vice-président exécutif et son fils sont déjà à l'étage. La voix glaciale et tranchante de l'assistante de direction résonna dans le hall en marbre de l'immeuble, me faisant douter de mes propres oreilles. De l'autre côté de l'immense verrière de la tour de bureau située sur l'avenue des Champs-Élysées, une pluie d'automne incessante martelait les vitres avec une fureur glaçante. À mes côtés, une petite main chaude serrait mes doigts avec force. Ma fille de 6 ans, Lilou, me regardait avec de grands yeux anxieux. Son épouse, demandai-je calmement, en gardant une voix neutre. De quoi parlez-vous? C'est moi, l'épouse de Michel. Chloé Janvier, la secrétaire personnelle de mon mari, laissa échapper un ricanement méprisant. Son regard balaya nos manteaux bon marché, Lilou et moi, nous évaluant comme des cas sociaux. À ce moment précis, un frisson glacial me parcourut l'échine. Je savais avec une certitude absolue que quelque chose venait de tourner horriblement et catastrophiquement mal. Le siège social où nous étions venus faire une surprise à mon mari après le travail s'était instantanément transformé en un champ de bataille hostile. Mais ni mon mari, ni cette secrétaire arrogante ne connaissaient encore la vérité. Ils n'avaient aucune idée que, derrière mon silence, se tenaient 3 frères aînés extrêmement puissants, qui exerçaient une influence immense à la fois sur les plus hautes sphères du pouvoir de l'État et sur les réseaux les plus secrets de la finance. Ils ignoraient que, dès ce soir, la vie confortable et privilégiée qu'ils s'étaient construite sur mon dos allait s'effondrer dans une explosion catastrophique. Tout avait commencé par un samedi soir frais de la fin de l'automne. Maman, papa a dit qu'il finirait tôt aujourd'hui, n'est-ce pas, m'avait demandé Lilou, en faisant tourner son petit parapluie rouge avec joie. C'est exact, ma chérie, lui avais-je répondu en lui souriant. Il m'avait dit qu'il devait juste faire une rapide apparition au gala de la fondation de l'entreprise dans le bâtiment principal, puis qu'il rentrerait directement à la maison. C'est pour cela que nous allions lui faire la plus belle des surprises. Mon mari, Michel Ségur, était le vice-président exécutif d'Horizon Bâtiment Construction, une entreprise de promotion immobilière de taille moyenne très en vue à Paris. C'était un homme qui avait été promu à la direction à une vitesse sans précédent il y a 3 ans. Tout cela grâce aux investissements financiers massifs de ma propre famille et au soutien invisible et tacite de mes frères. Michel avait l'habitude de me tenir les mains, de me regarder dans les yeux et de me dire « Julie, merci infiniment de toujours me soutenir dans l'ombre ». À cause de ces mots tendres, je lui avais accordé ma confiance absolue, me consacrant entièrement à l'éducation de notre fille et à la tenue de notre maison. Ce soir-là, Lilou avait insisté pour sortir sous la pluie battante parce qu'elle avait quelque chose de spécial qu'elle mourait d'envie de montrer à son père. Serré fermement dans ses petites mains se trouvait un collier en papier qu'elle avait fabriqué en classe de maternelle, arborant un portrait fait main, un peu de travers, du visage souriant de Michel. Alors que la pluie redoublait d'intensité dehors, nous sommes entrés dans le grand hall du siège social d'Horizon Bâtiment. L'espace bourdonnait d'hommes en smokings impeccables et de femmes dans de somptueuses robes de créateurs, tous se mêlant aux riches dirigeants d'entreprises et aux figures politiques de la ville. Oh, cet endroit est tellement chic, maman. N'est-ce pas, chuchota Lilou, émerveillée. Papa travaille vraiment dur dans un si grand immeuble. Nous nous sommes dirigés vers le bureau d'accueil, dans l'intention de demander à un membre du personnel que nous connaissions de prévenir Michel de notre présence, mais notre chemin fut soudainement bloqué par Chloé Janvier, la secrétaire personnelle de Michel. Chloé savait parfaitement que j'étais l'épouse légitime de Michel. Je lui avais parlé au téléphone des dizaines de fois pour organiser des cadeaux de fin d'année pour les clients, et j'étais venue personnellement au bureau pour déposer des documents juridiques oubliés. Pourtant, son attitude ce soir-là était méconnaissable. Vêtue d'un tailleur de marque très coûteux, elle nous regardait de haut avec un mépris non dissimulé. « Mon Dieu, Juliette, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Chloé d'un ton condescendant. « Le gala de ce soir est strictement réservé aux invités de l'entreprise et à leurs familles. »« Bonsoir, Chloé. »« Vous travaillez tard ?» lui dis-je avec un sourire poli. « J'ai emmené Lilou pour faire une surprise à Michel. » Chloé laissa échapper un rire moqueur et cruel. « Lui faire une surprise ? Oh, je suis sûre qu'il serait surpris. Mais franchement, votre présence ici n'est rien d'autre qu'un immense embarras.
La famille légitime du vice-président exécutif assiste déjà au gala à l'étage. Sa famille légitime? Mon esprit devint complètement vide. Oui, sa magnifique fiancée, son adorable petit garçon et sa future épouse, déclara froidement Chloé. Vous voir traîner ici est extrêmement déplaisant. Je vous suggère de faire demi-tour et de partir immédiatement avant que je ne sois forcé d'appeler la sécurité de l'immeuble. Sa voix n'était pas très forte, mais elle transportait assez d'autorité glaciale pour couper court aux conversations ambiantes du hall. Je pouvais sentir les regards cinglants de dizaines d'invités de la haute société se tourner vers nous. Regardez là-bas, chuchota une femme de manière audible. Cette femme prétend être l'épouse du vice-président. C'est tellement embarrassant. Une autre voix ajouta, tout le monde à l'intérieur sait que sa vraie compagne est cette sublime mondaine avec le petit garçon. Les murmures venimeux me piquèrent les oreilles sans pitié. Je restai figé par le choc, temporairement privé de ma voix. Je ne pouvais pas comprendre le cauchemar qui se déroulait sous mes yeux. J'étais l'épouse légitime de Michel, et Lilou était son unique enfant. Comment pouvait-il y avoir une autre femme et un autre fils qui l'attendaient dans la salle de réception? Maman, où est papa? Cette dame me fait peur, murmura Lilou en tirant désespérément sur le bas de mon trench coat. Sa voix tremblante me ramena instantanément à la réalité. Je posai aussitôt un genou à terre et couvris doucement les deux oreilles de Lilou avec mes mains. Je ne pouvais pas laisser un seul mot de cette toxicité empoisonner le monde innocent de ma fille. Me mordant la lèvre inférieure, je réprimai l'éruption volcanique de rage et de chagrin qui menaçait de faire trembler tout mon corps. Je me redressai et plongeai mes yeux dans ceux de Chloé, la fixant avec une clarté glaciale. Cette femme avait fait une erreur de calcul fatale sur ma véritable identité. Elle croyait vraiment que je n'étais qu'une femme au foyer soumise et protégée, ignorant tout du fonctionnement du monde réel. Sans rompre le contact visuel, je glissai calmement ma main dans la poche de mon manteau et sortis mon téléphone. Je composai un numéro et laissai l'écran s'allumer. C'était la ligne directe et privée de l'homme sur qui je comptais le plus dans ce monde, et dont la puissance terrifiait tous les autres, mon troisième frère aîné. Je ne sais pas qui vous essayez d'appeler, mais cela ne vous servira à rien, ricana Chloé en regardant mes articulations blanchir sur le téléphone. Que allez-vous faire? Appeler votre pauvre mère en province pour pleurer? Ces mots étaient empreints d'un mépris de classe flagrant. Je ne daignai pas répondre à sa provocation. Je fixai simplement l'écran alors que la liaison s'établissait. Chloé était absolument persuadée que je venais d'un milieu modeste et que je luttais pour boucler les budgets mensuels. Et honnêtement, sa perception avait du sens. Quand j'avais épousé Michel, j'avais délibérément gardé les détails de mes origines totalement secrets pour lui. Mon nom de jeune fille est Valois, Juliette Valois. En France, quiconque opère dans la haute finance, la politique nationale ou l'immobilier d'élite connaît la dynastie Valois. Ma famille est un empire de vieille bourgeoisie qui exerce une influence immense et discrète sur le pays depuis des générations. J'avais eu la chance d'avoir 3 frères beaucoup plus âgés que moi, qui m'avaient élevée comme une princesse après le décès de nos parents. Mon frère aîné, Arthur Valois, avait été élu au Sénat à un âge remarquablement jeune et était largement considéré comme l'un des favoris pour la prochaine élection présidentielle. Mon deuxième frère, Édouard Valois, était le vice-président exécutif et directeur du crédit de la Banque Héritage Souverain, l'une des institutions financières les plus grandes et les plus puissantes du pays. Et mon troisième frère, Victor Valois, opérait dans l'ombre. Publiquement, il était le PDG de Valois Capital, une société de capital investissement colossal, mais en privé, il était le maître incontesté du renseignement d'affaires, de la sécurité privée et des réseaux d'influence à travers tout le continent. En tant que cadette, j'étais couverte d'une affection presque étouffante par mes frères. Julie, si un seul imbécile ose te faire pleurer, je l'effacerai de la surface de la terre sans laisser de traces, me disait souvent Victor, d'un ton si décontracté qu'il était impossible de savoir s'il plaisantait ou s'il était d'un sérieux mortel. Mais grandir sous le poids écrasant d'un nom aussi prestigieux m'avait semblé étouffant. Dès que j'eus obtenu mon diplôme universitaire, j'avais dissimulé mes origines, abandonné mon nom de famille célèbre et accepté un poste dans un modeste cabinet de design architectural à Paris. C'est là que j'avais rencontré Michel, qui n'était alors qu'un commercial en immobilier en difficulté.
Un jour, je construirai d'immenses gratte-ciel de mes propres mains et je laisserai ma marque sur cette ville, m'avait-il dit, les yeux brillants d'une ambition passionnée. Pour moi, entouré de gens à qui tout avait été donné dès la naissance, sa détermination brute m'avait semblé rafraîchissante et admirable. Comme Michel ne savait rien de l'Empire valois, je croyais qu'il m'aimait purement pour ce que j'étais. C'était du moins ce que j'avais bêtement cru. Quand il m'avait demandé de l'épouser, promettant de me rendre heureuse pour le reste de ma vie, je m'étais préparée à couper les ponts avec ma famille pour protéger notre amour simple. Nous avions organisé une petite cérémonie de mariage intime avec seulement quelques témoins. Mes frères s'étaient d'abord opposés avec fureur à cette union, mais ils avaient fini par respecter ma résolution obstinée et m'avaient accompagnée vers l'autel les larmes aux yeux. Pourtant, presque immédiatement après notre mariage, la carrière stagnante de Michel avait connu une ascension miraculeuse et fulgurante. Lorsqu'Horizon Bâtiment avait fait face à une crise de liquidité dévastatrice, un prêt de sauvetage massif avait été mystérieusement approuvé par une grande banque d'affaires en une nuit. Lorsque l'entreprise soumissionnait pour des projets d'infrastructures municipales lucratifs, les conglomérats rivaux retiraient inexplicablement leurs offres les uns après les autres, laissant Horizon Bâtiment obtenir des monopoles. Chacun de ces miracles était le résultat direct de mes frères aînés tirant les ficelles dans l'ombre pour s'assurer que le mari de leur petite sœur réussisse. Michel, quant à lui, était entièrement convaincu que son ascension rapide était le seul fruit de son génie inégalé et de son sens des affaires supérieures. Julie, je viens de décrocher un autre contrat de développement de plusieurs millions d'euros, se vantait-il en rentrant à la maison. Le marché reconnaît enfin mon talent extraordinaire. En voyant mon mari rayonner de fierté, j'avais choisi de garder la vérité enfouie, me contentant de sourire et de dire « C'est merveilleux, mon chéri. Je suis si fière de toi. » Je ne pouvais pas supporter de blesser son ego masculin. En conséquence directe de mon silence, Michel avait été propulsé au poste de vice-président exécutif au milieu de la trentaine. Une fois qu'il eut acquis une richesse importante, un prestige de cadre et une rémunération annuelle à 7 chiffres, l'homme que j'avais épousé commença à changer. Ses soirées à l'extérieur se rallongeaient, ses absences du domicile s'étiraient sur plusieurs jours, et son attitude envers Lilou et moi devint de plus en plus glaciale et méprisante. « Je suis un dirigeant d'élite maintenant », m'avait-il lancé récemment. Nous vivons dans deux mondes complètement différents. Tu n'es qu'une femme au foyer naïve qui ne comprend rien aux affaires de haut niveau. Et ce soir-là, ce dédain latent venait d'aboutir à cette trahison grotesque. Sous le lustre étincelant du hall, Chloé pointa un doigt manucuré vers mon manteau simple. Monsieur Ségur est complètement lassé d'une femme ordinaire et sans élégance comme vous, ricana-t-elle. Un homme de sa stature a besoin d'une partenaire sophistiquée, de haut rang, capable d'élever son statut social. Une vraie mondaine. Une vraie mondaine, répétai-je doucement. Chloé bomba le torse avec fierté. Exactement. La future Madame Ségur qui est en train de réseauter à l'étage n'est autre que Victoire de Kéradec, l'unique héritière de Kéradec Structure. Et le petit garçon de 5 ans qui lui tient la main est le véritable héritier qui reprendra un jour l'empire d'Horizon Bâtiment. Monsieur Ségur a déjà donné des instructions à notre équipe juridique pour entamer une procédure de divorce officielle contre vous. Dès l'instant où ces mots franchirent ses lèvres, quelque chose se brisa net dans mon esprit. La douleur écrasante d'un mariage brisé s'évapora instantanément, remplacée par une rage volcanique. Cet homme pathétique avait confondu la bienveillance discrète de ma famille avec son propre génie, et maintenant il avait l'audace de nous jeter, ma fille et moi, pour obtenir un modèle plus prestigieux. J'étais profondément dégoûtée par son arrogance et son égoïsme effroyable. Maman, papa ne veut plus de moi ? Malgré mes mains sur ses oreilles, une partie des paroles venimeuses de Chloé était parvenue jusqu'à ma fille. De grosses larmes roulèrent sur les cils de Lilou et coulèrent sur ses joues pâles. Il n'y a pas de force sur terre plus puissante que la fureur d'une mère dont l'enfant est attaqué. À cette seconde précise, ma décision fut prise. J'en avais fini de jouer le rôle de la femme au foyer effacée et de soutien. J'allais faire payer à Michel Ségur, Victoire de Kéradec et à tous les parasites qui gravitaient autour d'eux un prix absolument dévastateur pour avoir humilié ma fille. J'appuyai sur le bouton d'appel de mon écran. Le téléphone ne sonna qu'une seule fois. « Julie, qu'est-ce qui se passe ?» La voix grave et tranchante de mon troisième frère, Victor,
résonna dans l'appareil. Son intuition aiguisée avait immédiatement capté la tension anormale de mon silence. « Pourquoi m'appelles-tu à cette heure-ci ? Il s'est passé quelque chose ?» Je me penchai pour caresser doucement les cheveux de Lilou tandis qu'elle tentait désespérément d'étouffer ses sanglots. Gardant une voix ferme et distincte, je rapportai la situation au parrain de la finance parisienne. « Victor, je me trouve dans le hall du siège social d'Horizon Bâtiment. Valois Capital détient une participation majoritaire dans cette entreprise, murmura Victor, sa voix descendant d'un ton. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Julie ? Michel m'a trahi. Il a emmené une autre femme au gala de son entreprise et la présente comme son épouse. Sa secrétaire vient de menacer de nous faire jeter dehors sous la pluie glaciale par la sécurité. Lilou pleure, Victor. Elle a le cœur brisé. Dès que ces mots eurent franchi mes lèvres, un silence absolument terrifiant s'installa à l'autre bout du fil. C'était comme si un souffle de givre arctique s'était matérialisé à travers le haut-parleur. Je savais, sans même le voir, que le grand frère protecteur venait de s'effacer, remplacé par le prédateur de sang-froid qui régnait sur le monde des affaires. Je vois, dit Victor d'un ton d'un calme mortel. Ce petit moins que rien arrogant a oublié sa place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Julie ? Que attends-tu de tes frères ? Je levai les yeux vers le plafond opulent du hall, ma voix résonnant avec une clarté de cristal. Je veux que tu l'anéantisses, lui, sa maîtresse, et tous les dirigeants qui ont permis cela. Arrache-leur chaque centime, chaque titre et chaque parcelle de statut qu'ils s'imaginent posséder. Ne leur laisse absolument rien. Compris. L'opération commence dès maintenant, dit Victor froidement. Prends Lilou et sors de cet immeuble immédiatement. Non, je reste ici, répondis-je fermement. Je veux voir la fin de leur monde de mes propres yeux. Très bien, garde juste Lilou en sécurité, dit Victor. Donne-moi 3 minutes. Dans 3 minutes, le monde qu'ils connaissent cessera d'exister. La ligne se coupa. Je glissai à nouveau le téléphone dans ma poche et me redressai, rejetant mes épaules en arrière. Le changement soudain et digne de mon attitude fit reculer Chloé involontairement, mais elle retrouva vite son sourire narquois et croisa les bras. Je ne sais pas quel genre de bluff ridicule vous essayez de faire en appelant quelqu'un pour vous plaindre, se moqua Chloé. Vous avez appelé la police ? Ne vous fatiguez pas. Nos avocats d'affaires sont les meilleurs de la place de Paris. Ils écraseront une amateur comme vous comme un insecte. C'est alors que les portes en laiton poli de l'ascenseur privé s'ouvrirent dans un tintement. Des rires bruyants et arrogants envahirent le hall. Ah ! Une présentation absolument phénoménale ce soir, Michel, s'exclama un dirigeant plus âgé. Merci, monsieur le directeur. L'avenir d'Horizon Bâtiment n'a jamais été aussi radieux, répondit Michel. Sortant de l'ascenseur se trouvait mon mari, Michel Ségur, élégant dans son smoking noir sur mesure. Agrippée à son bras de manière possessive se tenait une femme dans une robe de soirée dorée scintillante, maquillée à outrance. De son autre main, elle tenait fermement un petit garçon de 5 ans à l'air suffisant, vêtu d'un costume de créateur miniature. Papa, laissa échapper Lilou involontairement, faisant un pas en avant plein d'espoir. Au son de sa voix, Michel se figea. Sa tête pivota vers nous, et pendant une fraction de seconde, une panique pure traversa son visage. Mais cette panique se transforma instantanément en une grimace d'intense irritation. Il marcha droit vers nous, ses chaussures cirées claquant bruyamment sur le marbre. « Juliette, qu'est-ce que tu fiches ici ?» siffla Michel, baissant la voix pour éviter d'attirer l'attention de ses partenaires, bien que ses yeux brûlent de colère. « Et pourquoi as-tu traîné Lilou ici avec l'air de deux mendiantes ? Tu sais que ce soir est un événement de réseautage crucial avec nos partenaires commerciaux les plus importants. » Michel parut momentanément déstabilisé par mon absence totale d'hystérie. Il ricana, ajustant ses boutons de manchette en soie avec un sourire arrogant. « Eh bien, puisque tu es là, il n'y a plus de raison de le cacher. Voici Victoire de Kéradec, la fille de Richard de Kéradec, le président de Kéradec Structure, et ce petit bonhomme est mon fils, Hugo. » Il passa son bras autour de la taille de Victoire avec une familiarité intime. Victoire me regarda comme si j'étais un sac poubelle jeté sur le sol.
Elle leva une pochette de créateur délicate pour masquer son ricanement. Oh, Michel, est-ce que cette triste petite créature est ton ex-femme, roucoula Victoire d'un ton condescendant. Mon Dieu, les rumeurs étaient vraies. Elle a l'air si délicieusement inculte. On peut sentir l'odeur des magasins de déstockage sur son manteau depuis ici. Ne gâche pas ta salive pour elle, Victoire, ricana Michel, me jetant un regard de profond dégoût. Mon mariage avec Juliette a été une erreur fastidieuse dès le premier jour. Elle vient d'une famille de moins que rien. Un homme qui a atteint le sommet de l'entreprise à mon âge a besoin d'une femme de statut, de fortune et de classe pour correspondre à ses ambitions. Chaque syllabe qu'il prononçait était un crachat délibéré sur les 6 années que nous avions passées ensemble. Mais en restant là, je ne ressentis pas une goutte de chagrin, seulement un mépris glacial. J'ai déjà demandé à mes avocats de rédiger la demande de divorce, continua Michel avec arrogance. Ils te la remettront à la maison la semaine prochaine. Signe les papiers et pars. Ne t'attends pas à toucher un seul centime de pension alimentaire ou de subside pour l'enfant. Tu peux garder la garde exclusive de Lilou, je m'en fiche. J'ai déjà un fils brillant et génétiquement supérieur pour hériter de mon héritage chez Horizon Bâtiment. Il ne jeta même pas un regard à sa fille. Il restait simplement là, gonflant son ego pendant que Lilou se cachait derrière mon manteau, pleurant en silence. Je serrai fermement la main de Lilou et maintins un regard fixe et perçant sur le visage de mon mari. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as la langue au chat, me taquina Michel en riant avec Victoire. Le retour à la réalité est trop dur à digérer pour ton petit cerveau ? Je ne dis rien. Tel le calme terrifiant au centre d'un ouragan de catégorie 5, je restais simplement sur mes positions, attendant que le temps s'écoule. Pourquoi cette petite fille sale nous regarde-t-elle ainsi, se plaignit Victoire en fronçant le nez de dégoût, pointant son ongle manucuré vers Lilou. Avoir une gamine en guenilles qui traîne dans le hall pendant un gala de la haute société détruit complètement l'image de marque d'Horizon Bâtiment. Tu n'es pas d'accord, Michel ? Elle a tout à fait raison, mademoiselle de Kéradec, intervint immédiatement Chloé Janvier, impatiente de flatter la nouvelle maîtresse de son patron. Juliette, avez-vous un minimum de savoir-vivre ? S'incruster dans un gala d'élite en haillons est une tentative pathétique de saboter la carrière du vice-président exécutif. Michel hocha la tête fermement, ses yeux me transperçant avec un ressentiment amer. C'est toujours ton plus grand défaut, Julie. Tu n'as aucune idée du fonctionnement de la haute société. As-tu la moindre idée de la force avec laquelle je me suis battue pour gravir les échelons ? Ta place est dans les rayons de déstockage d'une banlieue lointaine, pas dans le hall d'honneur d'un immeuble des Champs-Élysées. J'absorbais ces insultes verbales sans ciller. Je savais que lui répondre serait une perte de temps tragique. Voyant mon silence comme une faiblesse, Michel s'enhardit encore plus. Monsieur Ségur, regardez ce que l'enfant tient dans ses mains, pointa Chloé. C'était le collier en papier de la classe d'art, orné du dessin de Michel qui riait. Papa, j'ai fait ça pour toi à l'école aujourd'hui, dit Lilou, sa petite voix tremblant de courage alors qu'elle faisait un pas en avant, lui tendant le collier en papier de ses mains tremblantes. Quelque part dans son cœur innocent, elle croyait encore désespérément que son père sourirait et la prendrait dans ses bras. Michel jeta un coup d'œil au collier et laissa échapper un rire théâtral et dur. C'est quoi cette ordure ? Tu as une idée de qui je suis ? Je suis le vice-président exécutif de cette entreprise. Tu t'attends à ce que je porte un morceau de papier scotché autour du cou devant l'élite de Paris ? Ce n'est pas une ordure, papa. J'ai travaillé si dur pour dessiner ton visage, s'écria Lilou, les larmes coulant librement sur son visage. Au lieu de le prendre, Michel frappa le collier en papier pour le faire tomber de ses mains. Il toucha le sol en marbre, et avant que Lilou ne puisse l'attraper, il posa le talon de sa chaussure en cuir italien dessus, l'écrasant dans la saleté. Le bruit sec du papier froissé résonna de manière écœurante dans le hall. Un déchet pareil est une insulte à mon statut, cracha Michel. Mon fils Hugo prend déjà des cours de violon privé au Conservatoire de Paris et parle couramment l'anglais. Comparé à un prodige d'élite comme lui, qu'es-tu ? Juste un fardeau pleurnicheur inutile qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est vrai. Papa m'aime beaucoup plus que toi. Ajouta Hugo en tirant la langue à Lilou, tandis que Victoire rayonnait de fierté maternelle. Autour de nous,
Plusieurs dirigeants et riches investisseurs assistaient au spectacle, chuchotant derrière leurs verres. Honteux, vraiment, mais à quoi s'attendait-elle? Le fossé social est tout simplement trop grand. Quand une moins que rien essaie de s'accrocher à un cadre de haut vol, voilà ce qui arrive. Pas une seule personne ne fit un pas pour intervenir. Ils nous regardaient simplement comme des spectateurs dans une arène. Lilou tomba à genoux sur le marbre froid, fixant le collier en papier ruiné par la trace de chaussure. Ses petites épaules tremblaient violemment alors qu'elle éclatait en sanglots inconsolables. Je m'agenouillai immédiatement et la serrai farouchement contre ma poitrine. Papa, papa, sanglotait-elle contre mon cou. À cet instant, la dernière parcelle d'humanité que j'avais pour Michel Ségur s'évapora complètement. Le voir humilier notre fille et détruire son amour innocent juste pour marquer des points auprès d'une mondaine gâtée était un crime impardonnable. Je tendis la main, ramassai le collier en papier déchiré et sale, et le pliai soigneusement dans la poche de mon manteau. Puis je me redressai lentement. Toute émotion avait disparu de mon visage, laissant place à un masque de glace absolue. « Pourquoi tu me regardes comme ça, Julie ?» exigea Michel, croisant les bras avec un sourire arrogant. « Qu'est-ce que tu penses pouvoir me faire? Tes parents n'étaient personne et sont morts en ne laissant qu'une assurance vie de base. Si tu essaies de m'attaquer en justice, je gèlerai tes comptes bancaires et je te laisserai crever de faim dans la rue dès demain matin. » Chloé sourit triomphalement. Vous avez entendu le vice-président exécutif. Arrêtez de faire une scène et sortez d'ici avant que nous ne vous jetions dans le caniveau, là où est votre place. Je les ignorais complètement et levai les yeux vers l'horloge numérique montée au-dessus du bureau de sécurité. 2 minutes et 50 secondes s'étaient écoulées depuis que j'avais raccroché avec Victor. Donne-moi 3 minutes. Dans 3 minutes, le monde qu'ils connaissent cessera d'exister. La promesse de mon frère résonna dans mon esprit comme un glas. Je regardai Michel droit dans les yeux. Michel, crois-tu sincèrement avoir grimpé au sommet de cette ville uniquement par tes propres mérites? Ma question calme et posée provoqua une brève lueur d'inquiétude sur son visage, mais il l'écarta rapidement d'un grand rire théâtral. Ah! Tu te raccroches encore aux branches parce que tu ne peux pas admettre ta défaite. Mon génie des affaires inégalées combiné aux capitaux de Keradex Structure va faire d'Horizon Bâtiment le promoteur le plus puissant de Paris. Tu vis dans une réalité médiocre que tu ne peux même pas commencer à appréhender. Il n'avait aucune idée que ces mots arrogants resteraient dans l'histoire comme la vantardise la plus stupide et la plus humiliante de sa misérable existence. Sécurité. Où sont les gardes? Aboya Chloé Janvier à travers le hall. Expulsez ces intrus immédiatement. 2 vigiles corpulents en tenue d'intervention s'approchèrent entre-temps, leurs mains posées près de leur ceinture tactique alors qu'ils nous encerclaient, Lilou et moi, d'un air intimidant. « Madame, je dois vous demander de quitter les lieux immédiatement, » dit l'un des gardes d'un ton sec, nous traitant comme des vagabondes égarées dans le métro. « Vous êtes en infraction dans une zone privée réservée à l'entreprise. » Reculez, ordonnai-je avec une autorité inébranlable. Je suis Juliette Valois-Ségur, l'épouse légitime et légalement enregistrée de votre vice-président exécutif, Michel Ségur. Michel leva les yeux au ciel d'un air exaspéré. Juliette Valois? Oh, s'il te plaît. Quand nous nous sommes mariés, tu as fait toute une scène avec ton nom de famille, mais tes proches n'étaient qu'une bande de paysans d'une petite commune de province. Tu déshonores ma réputation de cadre chaque seconde où tu restes ici. Jetez cette folle et sa gamine sous la pluie tout de suite. Victoire gloussa, appuyant sa tête contre l'épaule de Michel. Honnêtement, Michel, le manque de classe est stupéfiant. Retournons à l'étage dans la salle de réception. Mon père est impatient de discuter de notre fusion autour d'un verre de champagne. Tu as raison, Victoire. J'ai perdu assez de temps avec ces déchets, dit Michel, agitant la main avec dédain vers les gardes de sécurité. Attrapez-les par le bras et jetez-les par les portes d'entrée. Si la femme résiste, appelez la police et portez plainte pour violation de propriété et harcèlement. Les vigiles s'avancèrent, tendant leurs grandes mains calleuses pour m'attraper par les épaules. Ne me touchez pas, ordonnai-je, ma voix descendant dans un registre de puissance si absolu que les 2 hommes se figèrent instinctivement sur place. Chloé s'interposa aussitôt derrière eux, hurlant de rage. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'idiots?
Vous n'avez pas entendu l'ordre direct de Monsieur Ségur? Qui pensez-vous qui signe vos chèques de paix? Traînez ces deux rats de rue dehors immédiatement. Alors que l'un des vigiles s'élançait pour attraper mon manteau, ma fille de 6 ans se jeta soudainement devant moi. Ne touchez pas à ma maman, hurla Lilou, écartant ses petits bras pour protéger mon corps tout en tremblant de terreur de la tête aux pieds. Voir ma courageuse petite fille risquer sa sécurité pour me protéger me brisa le cœur en 1000 morceaux. Je la ramenai doucement contre mes jambes, l'enveloppant de mes bras protecteurs tout en fixant Michel et sa maîtresse souriante. Michel, dis-je d'un ton étrangement calme, j'ai une dernière question à te poser. Crois-tu honnêtement que tu peux nous jeter comme des déchets et t'en aller ainsi sans faire face aux moindres conséquences? Des conséquences? De la part de qui? De toi? Michel jeta sa tête en arrière et rit si fort qu'il dut essuyer une larme. Tu es complètement délirante. Je vais épouser l'héritière d'un géant du bâtiment et reprendre l'une des plus grandes entreprises de Paris. Qu'est-ce qu'une femme au foyer sans le sou et sans éducation comme toi pourrait me faire? M'attaquer en justice? Fais-le. J'engagerai les avocats les plus agressifs de la capitale et je ferai traîner la procédure jusqu'à ce que tu vives dans un foyer social. Victoire sourit, rejetant ses cheveux blonds en arrière. Reste à ta place, pauvre fille. Michel appartient à l'élite désormais. Il a toujours été bien trop supérieur pour une banlieusarde anonyme comme toi. À partir de ce soir, nous régnons sur l'immobilier parisien. Toi et ta gamine pouvez aller ramper dans un égout et y pourrir. Les cadres environnants ricanèrent en signe d'approbation, nous jetant des regards méprisants. Elle l'a bien cherché. Quand une femme ordinaire essaie de freiner une étoile montante, elle se fait écraser. C'est ainsi que fonctionne le monde des affaires. Pour quiconque assistait à la scène, Lilou et moi étions des victimes impuissantes et isolées, écrasées sous les bottes des riches et des puissants. Mais je ne ressentais pas une once de désespoir. En réalité, je savourais silencieusement le sommet absolu de leur arrogance, comptant les dernières secondes. Bon, allez, on bouge. Sortez d'ici. Le garde de sécurité m'attrapa rudement par le bras, tentant de nous pousser, Lilou et moi, vers les portes tambour en verre. Les portes automatiques s'ouvrirent et une violente rafale de vent glacial d'automne et de pluie battante s'engouffra dans le hall, propageant un froid mordant dans la pièce chaleureuse. À cette seconde précise, une voix semblable à un coup de tonnerre résonna dans l'atrium. Arrêtez tout de suite. La voix était grave, résonnante, et portait une autorité si écrasante et terrifiante que le bruit de la tempête à l'extérieur fut instantanément étouffé. Tout le monde dans le hall se figea sur place. À travers les portes en verre ouvertes, une douzaine d'hommes vêtus de costumes tactiques noirs identiques et d'oreillettes entrèrent dans le bâtiment en formation parfaite. Leur présence éclipsa instantanément les deux vigiles du bâtiment, dégageant une aura de menace professionnelle mortelle. Et marchant au centre de cette escorte de sécurité se tenait un jeune homme vêtu d'un costume anthracite sur mesure d'une coupe impeccable. Alors qu'il entrait sous la lumière du lustre, je ne pus m'empêcher de laisser un petit sourire satisfait dessiner mes lèvres. Pile à l'heure, Victor. Oh, papa, par ici, s'exclama Victoire, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle reconnut l'homme qui marchait aux côtés de l'inconnu en costume sombre. C'était son père, Richard de Kéradec, le milliardaire président de Kéradec Structure et un titan de l'industrie du bâtiment. Victoire lâcha immédiatement le bras de Michel et s'avança fièrement à la rencontre de son père, impatiente de lui présenter sa nouvelle conquête. Mais quelque chose n'allait pas du tout avec Richard de Kéradec. Le président milliardaire, d'ordinaire connu pour sa posture agressive et son arrogance bruyante, semblait avoir vu un fantôme. Son visage avait la couleur des cendres humides. La sueur coulait sur son front malgré la fraîcheur de l'automne, et sa respiration était saccagée et courte. Son costume de créateur était trempé par la pluie, mais il ne semblait même pas s'en rendre compte. Au lieu de cela, il avançait presque en trébuchant, baissant la tête à plusieurs reprises dans une terreur absolue devant le jeune homme en costume anthracite qui marchait à ses côtés. Monsieur Duval, je vous le jure sur ma vie, Kéradec Structure n'était absolument pas au courant, plaida Richard de Kéradec, la voix brisée par l'hystérie au milieu du hall. C'était le comportement non autorisé et stupide de ma folle de fille. S'il vous plaît, je vous en supplie, ayez pitié de mon entreprise. Le hall entier devint d'un calme de plomb.
Le président de Kéradec Structure s'humiliait publiquement comme un condamné à mort devant un homme qu'aucun des cadres ne reconnaissait. « Papa, qu'est-ce que tu fais enfin » hurla Victoire, s'arrêtant net. « Pourquoi t'inclines-tu devant ce type ? Relève-toi. Ferme ta bouche, espèce d'imbécile » rugit Richard de Kéradec, se tournant vers sa fille avec une colère volcanique qui la fit reculer sous le choc. « As-tu la moindre idée de la personne devant qui tu te trouves ? C'est Monsieur Duval. Il est le directeur de cabinet et l'assistant principal de la famille Valois, de Valois Capital. » La famille Valois ? La bouche de Victoire s'ouvrit de stupeur, son corps entier se figeant. Dans les sphères d'élite de la finance, de la politique et de l'immobilier, le nom Valois représentait un pouvoir absolu et intouchable. Les conglomérats de plusieurs millions d'euros comme Horizon Bâtiment et Kéradec Structure n'étaient que des fourmis comparées à l'empire contrôlé par la dynastie Valois. « Bonsoir, monsieur Duval. Merci d'être venu sous la pluie, dis-je calmement en faisant un pas en avant. » Au son de ma voix, monsieur Duval abandonna instantanément son regard intimidant envers Richard de Kéradec. Il se tourna vers moi, s'arrêta à 1 mètre et s'inclina profondément et respectueusement à un angle parfait de 90 degrés. « Mademoiselle Valois, dit monsieur Duval, sa voix résonnant d'un respect absolu. Cela fait bien trop longtemps. Monsieur Victor m'a chargé de vous raccompagner, vous et la jeune mademoiselle Lilou, au domaine familial immédiatement. Je prie pour que ni l'une ni l'autre n'ayez subi le moindre préjudice physique. Nous allons bien, monsieur Duval. Lilou est en sécurité, répondis-je en lui adressant un sourire chaleureux. Monsieur Duval se redressa et offrit un sourire doux et rassurant à ma fille cachée derrière ma jambe. Vous pouvez vous détendre maintenant, mademoiselle Lilou. Vous êtes en sécurité avec nous. L'atmosphère dans le hall des Champs-Élysées chuta instantanément en dessous de zéro. Les cadres, les gardes de sécurité et les invités de la haute société restèrent paralysés comme des statues, leur cerveau ne parvenant pas à assimiler la scène qui se jouait devant eux. Le visage de Michel Ségur était un chef-d'œuvre de choc pur et simple, ses yeux sortaient de leurs orbites alors qu'il me fixait, sa mâchoire s'agitant en silence avant qu'il ne parvienne enfin à balbutier une phrase. « Mademoiselle. Mademoiselle Valois ? De quoi parle-t-il, Juliette ? Valois, c'est juste ton nom de jeune fille ordinaire de province. C'est juste un nom de famille commun. » Monsieur Duval tourna la tête, ses yeux acérés se fixant sur Michel avec la chaleur d'un bourreau regardant un condamné. Un nom commun ? Quelle démonstration extraordinaire d'ignorance monumentale, monsieur Ségur. Duval fit un pas lent et délibéré vers mon mari. Croyez-vous sincèrement que dans tout l'écosystème financier de ce pays, il existait plus d'une dynastie Valois opérant à ce niveau ? Avez-vous déjà oublié les renflouements financiers de plusieurs millions d'euros que votre entreprise a miraculeusement obtenus de la part des banques d'affaires chaque fois que vous étiez au bord de la faillite ? Les prêts bancaires, bafouilla Michel, le visage vidé de son sang. Je les ai obtenus parce que les directeurs de crédit ont reconnu la valeur de mon plan d'affaires. Silence, espèce d'imbécile arrogant, trancha monsieur Duval, sa voix coupant la pièce comme un rasoir. Pensiez-vous vraiment qu'un commercial de bas étage comme vous ait été promu vice-président exécutif à l'âge de 35 ans uniquement par son mérite ? Chaque promotion, chaque contrat de monopole, chaque sauvetage financier a été orchestré dans l'ombre par la famille de mademoiselle Valois pour s'assurer que leur sœur mène une vie confortable. Duval fit un geste vers le plafond de verre du bâtiment. Michel recula comme s'il avait été frappé physiquement. Non. C'est impossible. La famille de Juliette est juste. Ils vivent dans une maison banale en province. Mademoiselle Juliette Valois est la sœur cadette adorée de la dynastie Valois, proclama monsieur Duval, sa voix résonnant sur les murs de marbre pour que tout le monde l'entende. Elle est la sœur bien-aimée du sénateur Arthur Valois, membre du Sénat, d'Édouard Valois, vice-président exécutif de la Banque Héritage Souverain, et de Victor Valois, PDG de Valois Capital. Et vous, misérable petit homme insignifiant, avez osé qualifier cette lignée prestigieuse et sa fille, mademoiselle Lilou, de déchets et de rats de rue. Le poids de ces paroles s'abattit sur la pièce comme une bombe. Les jambes de Richard de Kéradec se dérobèrent complètement et il s'effondra sur le marbre, pleurant de terreur.
Victoire commença à trembler si violemment que sa robe dorée de créateur s'agita, et Michel Ségur resta figé, sa peau prenant la couleur cireuse d'un cadavre alors qu'il me regardait avec horreur. Je fis 2 pas envers lui. Le secret que j'avais gardé pendant si longues années était enfin révélé au grand jour. Drin. Drin. Bip. Bip. Soudain, le silence de mort du hall fut brisé par un chœur assourdissant de sonneries de téléphone et de vibrations. Ce n'était pas un seul téléphone, mais des dizaines. L'appareil de Michel, la pochette de Victoire, la poche de Richard de Kéradec et les téléphones de tous les cadres d'Horizon Bâtiment qui étaient descendus de la salle de réception commencèrent à sonner simultanément dans un vacarme terrifiant. De ses doigts tremblants et fébriles, Michel sortit son téléphone de sa poche de smoking. L'identité de l'appelant affichait le nom du PDG et fondateur d'Horizon Bâtiment. « Allô, monsieur le président ? Qu'est-ce qui se passe ? Répondit Michel d'une voix flûtée. Même à 1 mètre de distance, les hurlements de colère du PDG étaient parfaitement audibles à travers l'écouteur. « Michel, espèce d'ordure. Que as-tu fait au nom du ciel ? Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je viens de recevoir un appel du président de la Banque Héritage Souverain. Il gèle instantanément toutes les lignes de crédit que nous possédons et exige le remboursement immédiat et intégral de notre dette de 150 millions d'euros avant minuit. Un remboursement immédiat ? Octa Michel, les genoux fléchissants. Si d'aventure ils font cela, l'entreprise sera mise en liquidation judiciaire avant l'ouverture de la bourse. Ce n'est pas tout, espèce d'idiot. Nos actions publiques sont attaquées par des ventes à découvert massives de Valois Capital. Nous avons perdu 70% de notre valeur après la clôture. L'entreprise est finie. On m'a dit que tu avais personnellement insulté la famille Valois. Je vais te tuer, Ségur. Je vais t'écorcher vif de mes propres mains. Michel laissa tomber son téléphone, qui se brisa contre le marbre. Les cris hystériques du PDG s'échappaient encore du haut-parleur fêlé. Au même moment, Richard de Kéradec tenait son propre téléphone à l'oreille, le visage tordu par une profonde détresse. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Le port autonome de Paris vient de nous retirer le contrat d'aménagement des quais de la Seine ? Ce projet vaut 400 millions d'euros. C'est tout notre plan de charge. » Quoi ? Le ministère des Transports est intervenu directement ? Le cabinet du sénateur Arthur Valois ? Richard laissa tomber son téléphone et laissa échapper un hurlement de désespoir. Le sénateur Arthur Valois exerçait une influence immense sur les commissions d'infrastructures publiques et locales. Balayer une entreprise de BTP de taille moyenne comme Kéradec Structure de la carte lui demandait moins d'efforts que d'écraser une mouche. « Papa, qu'est-ce qui se passe » hurla Victoire, accourant vers son père, les larmes coulant sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire par « nous avons perdu le contrat des quais » ? Nous sommes riches. Nous sommes Kéradec Structure. Nous sommes ruinés, rugit Richard de Kéradec, giflant sa fille au visage avec tant de force qu'elle s'effondra sur le sol. Espèce d'arrogante sans cervelle. Parce que tu as insulté mademoiselle Valois, Kéradec Structure va déposer le bilan demain matin. Tu viens de détruire 3 générations de fortune familiale en 5 minutes. Non. Non, je ne savais pas. Sanglota Victoire, tenant sa joue douloureuse tout en tournant des yeux terrifiés vers Michel. Michel, tu m'as dit qu'elle n'était qu'une banlieusarde sans importance. Tu m'as menti. Tu t'es servi de moi pour obtenir les capitaux de mon père. Non, Victoire, je te le jure devant Dieu, je ne savais pas. Balbutia Michel, agitant les mains frénétiquement alors qu'il faisait un pas chancelant vers moi. Julie. Julie, s'il te plaît, ma chérie. Tu dois me croire. Je n'avais aucune idée que ta famille était la dynastie Valois. Si j'avais su qui étaient tes frères, je ne t'aurais jamais traité ainsi. En écoutant ces excuses pathétiques, une vague de profond dégoût s'empara de mon âme. Quand il me croyait faible, il m'écrasait sous sa botte. À la seconde où il réalisait que je détenais le pouvoir, il rampait comme un chien battu. Sa véritable nature n'était rien d'autre que celle d'un parasite lâche et opportuniste. Juliette. Mademoiselle Valois, s'il vous plaît, regardez-moi. Soudain, Chloé Janvier se jeta sur le sol,
rampant sur le marbre sur les genoux jusqu'à presque embrasser le bas de mon manteau. Les larmes et le mascara coulaient sur son visage alors qu'elle sanglotait hystériquement. J'ai été forcée de le faire, mademoiselle Valois. Monsieur Ségur a menacé de me licencier et de détruire ma carrière si je ne vous insultais pas ce soir. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous et mademoiselle Lilou. S'il vous plaît, vous devez dire à Valois Capital d'épargner mes comptes personnels. Je ne suis qu'une employée. Espèce de menteuse, hurla Victoire, s'élançant pour attraper Chloé par les racines de ses cheveux. Tu couchais avec lui. Tu es sa maîtresse. Comment oses-tu jouer les victimes innocentes alors que tu l'aidais à cacher son argent? Lâche-moi, fausse bourgeoise, hurla Chloé, griffant le visage de Victoire. Tu n'es plus qu'une moins que rien en faillite maintenant. Monsieur Ségur ne voulait que l'argent de ton père pour couvrir ses détournements de fonds. En plein milieu du hall de l'avenue des Champs-Élysées, la riche mondaine dans sa robe dorée et la secrétaire de direction dans son tailleur de marque se roulaient par terre, se tirant les cheveux, se griffant et déchirant leurs vêtements comme des animaux sauvages dans un fossé. Michel ne tenta même pas de les séparer. Au lieu de cela, il se jeta à genoux et commença à ramper sur le sol vers moi, les mains tremblant violemment alors qu'il ramassait frénétiquement les morceaux déchirés et sales du collier en papier de Lilou sur le sol. « Regarde, Julie, regarde, je le garde » balbutilla Michel de manière hystérique, brandissant un morceau de papier écrasé arborant la trace de sa chaussure boueuse. Lilou et moi restions silencieuses, observant le spectacle grotesque de l'homme qui avait autrefois été tout notre monde. Lilou ne pleurait plus. Sa petite main serrait la mienne fermement, ses yeux fixant Michel non pas comme un père, mais comme une créature étrange et pathétique qu'elle ne reconnaissait plus. L'Empire Valois avait été déchaîné, et la destruction se propageait à une vitesse et à une échelle dépassant l'imagination. Ce n'était pas une querelle domestique, c'était un prédateur écrasant un insecte qui avait osé le piquer. Comme c'est absolument pathétique, monsieur Ségur, dit monsieur Duval, sa voix tombant comme un couperet alors qu'il regardait Michel tenter de lisser le collier en papier ruiné. Tout ce que vous faites en ce moment est une perte d'énergie totale. L'ordre d'exécution a déjà été traité. Duval plongea la main dans sa veste cintrée et sortit une tablette numérique, tapotant l'écran avant de la tenir directement devant le visage blême de Michel. Il y a 10 minutes, Valois Capital a exercé ses droits de vote de contrôle de 40% pour convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration par visioconférence, déclara froidement Duval. Avec l'accord unanime du PDG fondateur et des actionnaires institutionnels, une résolution immédiate a été adoptée. Une résolution? Murmura Michel, ses yeux parcourant le texte numérique sur l'écran. Oui, avec effet à compter de 20h15 ce soir, Michel Ségur est formellement déchu de son titre de vice-président exécutif, de son siège au conseil d'administration et de ses options d'achat d'actions. Vous avez été licencié pour faute grave sans indemnité, et banni définitivement de toutes les installations d'Horizon Bâtiment. Quoi? Hurla Michel, se levant d'un bond, les yeux injectés de sang. Vous ne pouvez pas me licencier. C'est moi qui ai construit la division commerciale de cette entreprise. J'ai généré des millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'accepterai pas un licenciement abusif. J'attaquerai le conseil d'administration en justice. Il s'élança vers Duval, tentant d'attraper la tablette. Avant que ses doigts ne puissent franchir la distance, 2 des agents de sécurité de Duval intervinrent, projetant leurs avant-bras contre la poitrine de Michel et l'envoyant s'effondrer lourdement sur le sol en marbre. Un licenciement abusif? Monsieur Duval laissa échapper un rire sec et sans joie. Vous sous-estimez vraiment les services de renseignement de Valois Capital. Au cours des 3 dernières années, vous avez systématiquement abusé de votre autorité exécutive pour détourner des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Nous avons documenté chaque transaction frauduleuse, chaque fausse facture et chaque compte écran à l'étranger que vous avez créé. Duval fit glisser son doigt sur l'écran de la tablette. Instant-lit, des tableaux de comptabilité détaillés, des virements bancaires et des actes immobiliers s'affichèrent. Les yeux de Michel se fixèrent sur les chiffres, sa mâchoire s'ouvrant de terreur. Ce document détaille les 3 millions d'euros de fonds opérationnels de l'entreprise que vous avez illégalement détournés pour financer votre cours auprès de Victoire de Kéradec, ainsi que l'appartement de luxe dans le quartier du Marais que vous avez acheté au nom de votre secrétaire.
Chloé Janvier, lut Duval à haute voix, sa voix résonnant dans le hall silencieux. Il tourna son regard de glace vers Chloé, qui avait arrêté de se battre avec Victoire et fixait maintenant l'écran avec horreur. Mademoiselle Janvier, vous avez reçu un bien immobilier de luxe et d'importants pots de vin en espèces en échange de la falsification des rapports de dépenses de l'entreprise et de la dissimulation des détournements de Monsieur Ségur au commissaire aux comptes. Non. Oh mon Dieu, non. Gémit Chloé, enfouissant son visage dans ses mains alors qu'elle réalisait que sa vie entière était ruinée. La jeune femme ambitieuse et arrogante venait d'être réduite à l'état de criminelle acculée. Ces actes constituent des délits d'abus de biens sociaux, de vol qualifié et de fraude fiscale selon la loi, déclara Monsieur Duval d'une voix sans appel. Il y a 5 minutes, la division juridique de Valois Capital a transmis l'intégralité du dossier de preuve à la brigade financière de la police nationale et au parquet de Paris. Les mandats d'arrêt sont en cours de délivrance accélérée. Le mot brigade financière frappa Michel de plein fouet. Il ne perdait pas seulement son emploi, sa fortune et son statut social, il allait passer les prochaines années de sa vie en prison. Julie, s'il te plaît, dis-leur que c'est un mensonge, hurla Michel, abandonnant toute dignité restante alors qu'il rampait sur le sol et entourait mes chevilles de ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. Je suis désolé. Je te le jure devant Dieu, je suis désolé. Je vais rompre mes fiançailles avec Victoire dès ce soir. Je vais licencier Chloé. Je te donnerai tout ce que j'ai. S'il te plaît, ne les laisse pas m'envoyer en prison. Nous sommes mariés. Je suis le père de Lilou. Je restai immobile, regardant l'homme brisé qui pleurait à mes pieds. C'était l'homme pour qui j'avais accepté de m'éloigner de ma famille. C'était l'homme que j'avais juré d'aimer et de chérir pour le reste de mes jours. Mais en le regardant à présent, je ne ressentais qu'un vide profond. C'était un lâche moral qui ne cherchait qu'à sauver sa propre peau. Michel, dis-je d'une voix calme et ferme au-dessus de ses sanglots hystériques, si tu avais simplement cessé de m'aimer et demandé le divorce, je serais peut-être parti discrètement pour te laisser vivre ta vie. Je plongeai la main dans ma poche, sortis le collier en papier froissé et sale, et le tins devant son visage. Mais tu as commis le seul péché impardonnable, continuai-je, mes yeux plongeant dans son âme. Notre fille a passé des heures à fabriquer ce collier juste pour te voir sourire, et tu l'as qualifié de déchet. Tu l'as jeté par terre et écrasé sous ta chaussure pour impressionner ta maîtresse. À cette seconde précise, tu as perdu le droit de t'appeler son père, mon mari, ou même un être humain décent. Je fis un pas en arrière, me dégageant de son étreinte. La famille Valois fonctionne selon un principe très simple, nous rendons la gentillesse au centuple, mais nous rendons l'affront au décuple. Mes frères m'ont traité comme un trésor toute ma vie. À l'instant où tu as choisi de m'humilier et de briser le cœur de Lilou, ta destruction totale est devenue une certitude absolue. Je tournai la tête vers Monsieur Duval et lui adressai un léger signe de tête. Nous en avons terminé ici, Monsieur Duval. S'il vous plaît, ramenez Lilou et moi à la maison. Immédiatement, Mademoiselle Valois, répondit Duval en s'inclinant. La limousine blindée attend devant l'entrée. Julie, non, ne me laisse pas. Julie. Hurla Michel, sa voix se brisant dans un cri de terreur absolue alors qu'il tentait de ramper après moi. Mais ses cris furent complètement étouffés par le grondement de la tempête au dehors alors que les portes automatiques s'ouvraient. Je pris Lilou dans mes bras, posant sa tête sur mon épaule, et sortis dans l'air frais de la nuit sans me retourner une seule fois. Derrière moi, le hall de la tour de bureau résonnait des lamentations de Richard de Kéradec, des cris de colère de Victoire et de Chloé, et des sanglots désespérés de mon mari ruiné. Ils venaient de faire leur tout premier pas en enfer. Et je savais très bien que la vengeance de mon frère Victor ne s'arrêterait pas à quelques contrats annulés et rapports de police. Pourquoi personne ne répond? Décrochez ce maudit téléphone. À l'intérieur du hall dévasté, Michel tapotait frénétiquement l'écran brisé de son téléphone, appelant tous les riches associés d'affaires, les amis du club de golf et les mentors d'entreprise qu'il avait invités à dîner dans les grands restaurants parisiens. Encore et encore, le haut-parleur ne renvoyait que la voix froide d'une messagerie automatique. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. David, Marc, bande de lâches. Vous avez bu pour des milliers d'euros de grands crus à mes frais la semaine dernière.
Pourquoi vous ignorez mes appels, hurla Michel, jetant son téléphone contre le mur dans un élan de rage impuissante. Il ne réalisait pas que quelques minutes après l'action de Valois Capital contre Horizon Bâtiment, le réseau très fermé de l'élite financière parisienne avait déjà propagé l'information. Michel Ségur était un homme fini. Il s'était attaqué à la dynastie Valois. Dans le monde des affaires, personne ne voulait se brûler en restant près d'un bâtiment en flammes. Quitter un navire en train de couler était simplement une sage décision de gestion. Papa, fais quelque chose. Appelle la mairie. Utilise l'équipe juridique de Kéradec Structure pour bloquer les saisies bancaires, hurla Victoire, attrapant la veste trempée de son père pour le secouer violemment. Tais-toi, espèce d'idiote. Râla Richard de Kéradec en la repoussant avec un regard de défaite totale. Nous n'avons plus d'équipe juridique. La banque Héritage Souverain vient d'appeler mon directeur financier. Il gèle nos comptes d'exploitation en attendant un audit d'état ordonné par la commission du sénateur Valois. Nous ne pouvons même pas payer les salaires lundi matin. Nous sommes finis. Notre entreprise va être liquidée pour payer nos créanciers. Non, non, ce n'est pas possible. Je suis une héritière. J'habite dans le 16e arrondissement, hurla Victoire, sa voix montant dans les aigus alors qu'elle attrapait un vase en porcelaine de grande valeur posé sur une table du hall et le fracassait violemment sur le sol en marbre. Les éclats volèrent partout, mais personne ne prêta attention à son caprice. C'est alors que les portes de la salle de réception s'ouvrirent à la hâte, et des dizaines d'invités paniqués, de clients d'entreprise et de cadres d'Horizon Bâtiment commencèrent à se ruer dans le hall dans une bousculade. Les lignes de crédit sont coupées. L'entreprise est insolvable. Sortez d'ici avant que les autorités ne scellent le bâtiment. La foule se dispersa vers les sorties comme des insectes fuyant la lumière. En passant devant Michel, des hommes qui lui tapaient sur l'épaule et portaient des toasts à son génie 20 minutes plus tôt lui jetèrent des regards venimeux et dégoûtés. Voilà l'imbécile arrogant, cracha un cadre âgé en se dépêchant vers la sortie, détourner les fonds de l'entreprise et insulter une héritière de la famille Valois. Quel manque de jugeote incroyable! Heureusement que nous n'avions pas encore signé ce partenariat. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'écria Michel, tentant désespérément d'attraper la manche du manteau d'un promoteur immobilier qui s'en allait. Horizon Bâtiment peut encore être sauvé. J'ai les plans d'architecture. J'ai les projets de développement. Nous pouvons obtenir des financements alternatifs auprès de prêteurs privés. Le promoteur dégagea son bras comme si Michel avait la peste. Éloigne-toi de moi, criminel, grogna-t-il, franchissant la porte-tambour pour disparaître dans la nuit pluvieuse. Les mains de Michel se refermèrent sur du vide. Michel, regarde ça, murmura Chloé Janvier, sa voix tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir son téléphone. Son visage était livide. Mon appartement du Marais, l'acte de propriété, les documents d'achat. Et nos messages privés concernant les comptes à l'étranger. Michel arracha le téléphone de ses mains tremblantes, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Le réseau d'information de Victor Valois avait exécuté une mise à mort médiatique parfaite, des photos haute résolution de Michel et de Chloé. Des copies de leurs fausses factures et des analyses détaillées de leurs virements illégaux étaient déjà diffusées sur les blogs d'actualité financière et les réseaux sociaux sous le titre Choc, le vice-président d'Horizon Bâtiment impliqué dans un scandale de détournement de 3 millions d'euros. C'est fini. Ma carrière est complètement détruite, gémit Chloé, s'effondrant sur le sol et ramenant ses genoux contre sa poitrine. Je vais aller en prison. Je ne survivrai pas en prison. Tais-toi. Rugit Michel, attrapant ses cheveux à deux mains alors que sa réalité s'effondrait complètement. Pendant les 6 dernières années, sa vie entière avait été un long fleuve tranquille sur un tapis doré discrètement posé par ma famille. Maintenant que le tapis venait d'être retiré avec violence, exposant sa corruption criminelle et sa totale incompétence, il ne possédait ni l'intelligence ni la force d'esprit nécessaires pour faire face aux conséquences. Julie. Je dois retrouver Julie. Si je la supplie à genoux, elle calmera ses frères, marmonna Michel d'un air hagard, se tournant et s'élançant vers les portes en verre. Avant qu'il n'ait pu faire 5 pas, 2 agents de sécurité massifs et impassibles que M. Duval avait postés à l'entrée se placèrent devant lui, lui barrant la route de leurs larges épaules. « Poussez-vous de là. Je dois voir mon épouse. »
J'ai le droit de m'excuser auprès de mon épouse, hurla Michel, tentant de forcer le passage. L'un des agents posa une main lourde et immobile sur la poitrine de Michel, le repoussant avec force. Monsieur Ségur, mademoiselle Valois ne vous reconnaît plus comme son conjoint. Si vous tentez de l'approcher à nouveau, elle ou la jeune mademoiselle Lilou, nous avons reçu l'autorisation d'employer la force physique nécessaire pour neutraliser la menace. Comprenez-vous ? Le professionnalisme glacial de la voix du vigile fit plier les jambes de Michel. Il s'effondra sur le marbre froid, pleurant hystériquement. Dehors, la tempête parisienne faisait rage, frappant la verrière comme pour se moquer de la destruction totale de sa misérable vie. Le compte à rebours de son jugement final avait déjà commencé, et aucune puissance sur terre ne pouvait l'arrêter. À l'extérieur du bâtiment, le tumulte de la tempête et le bruit de la ville furent instantanément gommés dès que la lourde portière blindée de la limousine Maybach se referma. À l'intérieur, l'atmosphère était un havre de paix, baigné d'un éclairage chaleureux et des notes douces d'un violoncelle classique diffusé par le système audio. Maman, cette dame était vraiment méchante. Lilou était assise sur mes genoux, ses petites paupières devenant lourdes sous l'effet de la chaleur du véhicule. Je caressai doucement sa frange humide et embrassai son front. Tout va bien maintenant, mon adorable petite fille, chuchotai-je doucement, enveloppant ses épaules d'une couverture chauffante en cachemire. Plus personne ne te fera de mal ou ne te criera dessus. Maman te le promet. En quelques secondes, le ronronnement régulier du moteur de la limousine berça Lilou dans un sommeil profond et paisible. En écoutant sa respiration calme, je laissai échapper un long soupir, sentant la tension immense de la dernière heure quitter enfin mes muscles. Nous faisons route vers le domaine des Yvelines, mademoiselle Valois, dit monsieur Duval doucement depuis le siège passager avant, me regardant à travers le rétroviseur. Monsieur Victor vous attend près de la cheminée. Merci, monsieur Duval, dis-je en lui adressant un sourire fatigué. Mes frères sont-ils en colère ? Monsieur Duval laissa échapper un léger rire entendu et secoua la tête. Dire qu'ils sont en colère serait un doux euphémisme, mademoiselle Valois. À l'instant où monsieur Victor a reçu votre appel et a réalisé que cet homme avait fait couler vos larmes et détruit la création de la petite Lilou, il a brisé un stylo plume en titane entre ses doigts. Vos 3 frères ont juré de s'assurer que monsieur Ségur subisse la destruction financière et judiciaire la plus totale. 40 minutes plus tard, la limousine quitta une route départementale tranquille bordée d'arbres et s'approcha des imposantes grilles en fer forgé du domaine familial des Valois à Saint-Germain-en-Laye. Les grilles s'ouvrirent instantanément et le véhicule glissa le long d'une grande allée de gravier, s'arrêtant en douceur devant un magnifique château en briques de style classique, entouré d'un parc paysager. Alors que le chauffeur ouvrait la portière, une équipe d'employés de maison tenant de grands parapluies s'avança pour nous abriter de la pluie. Bon retour chez vous, mademoiselle Juliette. Bon retour chez vous, mademoiselle Lilou, dit le maître d'hôtel en s'inclinant profondément pendant que je descendais du véhicule, tenant ma fille endormie dans mes bras. Je franchis les grandes portes en chêne et entrai dans le hall d'entrée familier et grandiose de mon enfance. Me déplaçant en silence dans les couloirs, je portai Lilou jusqu'à mon ancienne chambre, une suite confortablement préservée, et la déposai délicatement sur le matelas en plume. Je tirai la couette sur ses épaules, l'embrassai une dernière fois et refermai doucement la porte derrière moi. Quand je descendis dans la bibliothèque, un feu de cheminée crépitait chaleureusement dans l'âtre en marbre. Debout près du foyer, faisant tourner un verre de grand cru dans sa main, se tenait la silhouette d'un homme de grande taille et élégamment vêtu. « Tu es chez toi, Julie » dit l'homme en se retournant. C'était mon 3e frère aîné, Victor Valois. Dans les conseils d'administration redoutables de Paris, il était craint comme un homme d'affaires de sang-froid capable de démanteler une multinationale en un claquement de doigts. Mais en me regardant, ses yeux sombres s'adoucirent, empreints de toute la tendresse protectrice du frère qui m'avait élevé. « Je suis rentré, Victor, dis-je, sentant une gorge nouée. « Est-ce que Lilou dort » demanda-t-il doucement, posant son verre sur un plateau en argent. Elle doit être épuisée après une soirée aussi éprouvante. J'ai demandé en cuisine de te préparer une infusion à la camomille et de légers amuse-bouche. Viens t'asseoir près du feu. Je m'assis dans un grand fauteuil en cuir en face de lui, acceptant la tasse fumante des mains d'une gouvernante discrète. L'arôme réconfortant de la camomille et du miel m'enveloppa,
dissipant la fraîcheur résiduelle du hall de l'avenue des Champs-Élysées. Victor regarda les flammes de la cheminée, sa mâchoire se contractant légèrement. Il se pencha vers la table basse, prit un dossier en cuir épais et le posa doucement sur mes genoux. Ce n'était pas une question de prédire ce soir, Julie, dit Victor, sa voix se faisant plus grave. C'était une question de surveillance continue. Je ne voulais pas briser ton bonheur, alors j'ai gardé le silence pendant des années. Mais ce misérable Michel a commencé à trahir ton mariage dès votre 2e année ensemble. Notre 2e année. Murmurai-je, ma main tremblant légèrement alors que j'ouvrais le dossier. À l'intérieur se trouvait une montagne de preuves méticuleusement cataloguées. Des dizaines de photographies de surveillance montraient Michel entrant dans des hôtels de luxe avec différentes femmes au cours des 4 dernières années, accompagnées de copies de reçus de cartes bancaires d'entreprise pour des bijoux en diamant, des sacs de créateurs et des dîners étoilés. Le tout classé par ordre chronologique. Michel croyait sincèrement à ses propres illusions, dit Victor froidement. Il s'était convaincu que son génie commercial portait la croissance d'Horizon Bâtiment. La réalité était tout le contraire. Dès l'instant où il a été promu vice-président exécutif, ses projets d'expansion risqués et sa gestion incompétente ont commencé à faire perdre des millions d'euros à l'entreprise. Mais Michel rentrait toujours à la maison en célébrant la rentabilité de l'entreprise, dis-je en fixant les bilans financiers dans le dossier. Parce que l'Empire Valois subventionnait discrètement ses échecs dans l'ombre, répondit Victor avec un sourire amer. Édouard utilisait son autorité de crédit à la Banque Héritage Souverain pour prolonger artificiellement les limites d'emprunt d'Horizon Bâtiment, en ignorant leur ratio d'endettement alarmant. Et Arthur donnait des instructions pour orienter des subventions publiques d'infrastructures vers les offres d'Horizon Bâtiment. Nous avons fait tout cela pour une seule raison, nous assurer que notre petite sœur reste à l'abri, confortable et heureuse en ménage avec l'homme qu'elle avait choisi. Victor pointa un doigt vers le dossier. Mais pendant que nous versions secrètement des millions d'euros dans son entreprise pour protéger ton style de vie, ce parasite transférait les bénéfices de la société vers des comptes offshore secrets pour financer ses maîtresses et ses dépenses personnelles extravagantes. En tournant la page, une révélation encore plus révoltante s'offrit à moi. Le projet de mariage de Michel avec Victoire de Kéradec n'était pas seulement une ambition sociale arrogante. C'était une manœuvre financière désespérée. Michel s'était rendu compte que les commissaires aux comptes de l'État commençaient enfin à s'intéresser de près à son détournement de fonds de 3 millions d'euros. Dans une tentative désespérée de couvrir ses traces, il avait séduit Victoire, dans l'intention d'utiliser les capitaux propres de Kéradec Structure pour combler les trous de trésorerie d'Horizon Bâtiment avant l'audit annuel. De son côté, Richard de Kéradec avait bêtement cru qu'Horizon Bâtiment était une jeune entreprise prometteuse soutenue par des fonds parisiens influents et avait poussé sa fille dans les bras de Michel pour sceller une fusion d'entreprises. Les deux hommes baignaient dans la cupidité mutuelle, planifiant activement de nous écarter, Lilou et moi, pour sauver leur propre empire. Nous attendions patiemment le jour où tu verrais enfin clair à travers son jeu et déciderais de partir, dit Victor, ses yeux brillants de la lueur glaciale d'un prédateur en chasse. Tant que tu l'aimais encore, nous retenions nos coups pour éviter de te briser le cœur. Mais ce soir, ce moins que rien n'a osé t'humilier en public et piétiner l'amour innocent de Lilou. À cette fraction de seconde précise, sa période de grâce avait expiré pour toujours. Victor prit son verre de vin et but une gorgée lente. Tout ce que Michel Ségur pense avoir accompli, son titre de direction, ses comptes bancaires, son statut social n'était rien d'autre qu'une illusion créée par la famille Valois. Et à partir de ce soir, je récupère absolument tout. En écoutant mon frère me révéler la profondeur de la trahison de Michel, contrastant avec l'amour inconditionnel et sans limite que ma famille m'avait témoigné pour me protéger, mon cœur fut submergé. Je ressentis une gratitude infinie envers mes frères, doublée d'une résolution inébranlable à affronter l'avenir sans un seul regard en arrière. Michel Ségur et Chloé Janvier, sur ordre du tribunal de grande instance de Paris, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de fraude fiscale, abus de biens sociaux et détournement de fonds. Gardez vos mains bien en vue. Dans le hall d'entrée de l'immeuble des Champs-Élysées, les portes en verre s'ouvrirent à nouveau avec fracas. Plus d'une douzaine d'agents de la brigade financière accompagnés d'officiers de la police nationale investirent le hall. À la tête de l'équipe se trouvait un enquêteur expérimenté tenant une liasse de mandats d'arrêt officiels.
La brigade financière? Pourquoi êtes-vous là si vite, hurla Michel, ses jambes se dérobant sous lui alors qu'il s'effondrait sur le marbre humide, reculant comme un crabe. Dans le monde des affaires, les enquêtes complexes pour abus de biens sociaux prennent généralement des mois, voire des années d'audit comptable et de bataille de procédure avant qu'un mandat d'arrêt ne soit délivré. Pourtant, ici, moins de 2 heures après la découverte de ces délits, une intervention policière d'envergure était en cours. C'était une démonstration de l'efficacité de l'influence d'Arthur Valois et des dossiers de preuves parfaitement préparés par Victor Valois. Ce n'est pas moi. Je le jure devant Dieu, ce n'est pas moi. C'est elle, hurla Michel, pointant un doigt tremblant vers Chloé Janvier alors que 2 agents le relevaient sans ménagement. Je suis le vice-président exécutif. J'ai délégué toute la gestion des comptes à ma secrétaire. C'est elle qui a créé les comptes secrets et détourné l'argent. Je suis une victime. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de lâche? Hurla Chloé comme une furie, luttant contre les menottes qu'un policier serrait autour de ses poignets. Tu m'as explicitement ordonné de modifier les bilans trimestriels. C'est toi qui as personnellement signé les virements pour acheter mon appartement du Marais en guise de pot de vin pour que je ne signale pas tes affaires au conseil d'administration. Monsieur l'enquêteur, j'ai des copies de chaque email, messages vocaux et reçus bancaires compromettants sur mon espace de stockage personnel. Je coopérerai. Je témoignerai contre lui au tribunal. Donnez-moi juste un accord avec le parquet. Ferme ta bouche. Michel tenta de s'élancer pour la frapper, mais les policiers le retinrent facilement, le plaquant face contre le mur de marbre. Ça suffit. Gardez vos accusations pour le procureur, lança froidement l'enquêteur principal. Nous avons déjà exécuté des mandats de perquisition dans vos bureaux et à votre domicile principal, monsieur Ségur. Nous avons les numéros de routage des comptes à l'étranger et les fausses autorisations du conseil. Vous risquez une peine majeure de prison ferme. Emmenez-les vers les fourgons. Non, s'il vous plaît. Pas les menottes. Je suis un cadre respecté de Paris. Vous ne pouvez pas m'exposer devant les médias ainsi. Le bruit lourd et métallique des menottes se refermant sur les poignets de Michel résonna une dernière fois. À cet instant décisif, la vie dorée et prestigieuse dont il s'était vanté pendant des années venait de prendre fin définitivement. Victoire de Kéradec se tenait tremblante contre le bureau d'accueil, regardant l'homme qu'elle avait prévu d'épouser être traîné vers la sortie comme un simple délinquant. Son visage était livide. C'est un mensonge. Ce doit être un cauchemar, bafouilla Victoire d'un air hagard. Il était censé être mon mari. Il allait diriger Horizon Bâtiment. Comment pouvait-il être un simple criminel? Ce n'est rien d'autre qu'un criminel ruiné. Rugit Richard de Kéradec en attrapant sa fille par le bras pour la secouer. Et à cause de ton arrogance monumentale, nous coulons avec lui. La banque Héritage Souverain vient d'envoyer un avis de mise en demeure. Ils engagent une procédure de saisie immédiate sur notre siège social, nos chantiers et nos propriétés résidentielles. Une saisie? Mais papa, et notre argent, s'écria Victoire. Nous n'avons plus d'argent, espèce d'imbécile. Hurla Richard. La famille Valois vient de couper toutes nos lignes de crédit. Dès demain après-midi, notre appartement du 16e arrondissement, notre villa de Saint-Tropez, nos voitures de luxe et chaque robe de créateur dans ton placard seront saisies par les mandataires de justice. Tu nous as jetés dans le caniveau parce que tu n'as pas su tenir ta langue. Non. Non, je ne peux pas vivre dans la misère. Je suis une personnalité. J'ai besoin de mes vêtements de marque. Victoire se jeta sur le marbre, tapant des pieds et hurlant dans une crise de colère digne d'un enfant gâté. Mais aucun des cadres qui partaient ni aucun garde du hall ne lui accorda un regard. Dans la froide réalité de la société parisienne, le nom de Kéradec n'avait plus aucune valeur. Julie. Julie. S'il te plaît, sauve-moi. Je suis désolé. Je ferai tout ce que tu veux. Alors que les policiers baissaient la tête de Michel pour le faire monter à l'arrière du fourgon cellulaire, il tourna son visage vers le ciel pluvieux et hurla mon nom de toutes ses forces. Laisse-moi voir Lilou. Laisse-moi juste entendre Lilou m'appeler papa une dernière fois. S'il vous plaît. Les lourdes portes métalliques du fourgon se refermèrent, étouffant ses cris pathétiques pour toujours.
Les sirènes retentirent alors que le convoi s'éloignait du trottoir, disparaissant dans la circulation parisienne sous la pluie. Le château de cartes que Michel et Victoire avaient construit sur des fondations d'arrogance et de trahison venait d'être pulvérisé par la puissance de la dynastie Valois, les laissant prisonniers de leurs propres fautes. Le lendemain matin, le ciel de Paris était d'un bleu saphir éclatant, balayant la tempête de la veille. Assise dans la véranda lumineuse du château des Yvelines, profitant de la douce lumière d'automne qui réchauffait les dalles de terre cuite, je buvais tranquillement une tasse de thé tout en parcourant les gros titres de la presse financière. Le vice-président d'Horizon Bâtiment arrêté dans un scandale de détournement de fonds. L'entreprise s'effondre en liquidation judiciaire. Le géant du BTP Kéradec Structure dépose le bilan après le gel soudain de ses crédits. La presse spécialisée bruissait d'analyses sur l'effondrement soudain de 2 entreprises de premier plan de la scène parisienne. Alors que les analystes à la télévision spéculaient sur la volatilité du marché et les crises de liquidité, seule une poignée d'initiés à l'Assemblée et dans la finance connaissaient la vérité. Un insensé s'était attaqué à la famille Valois. « As-tu bien dormi, Julie ?» Je levai les yeux alors que mon deuxième frère, Édouard Valois, entrait dans la pièce. En tant que vice-président exécutif de la Banque Héritage Souverain, Édouard était d'une élégance impeccable dans son costume bleu marine à rayures, ses lunettes reflétant la lumière du matin alors qu'il m'adressait un sourire affectueux. « Bonjour, Édouard, dis-je en lui souriant en retour. Merci pour tout ce que tu as fait hier soir. Est-ce que cela a été difficile de couper les lignes de crédit d'Horizon Bâtiment si soudainement ? Je ne voudrais pas que tu fasses face à des complications administratives à cause de moi. » Édouard laissa échapper un rire distingué et s'assit en face de moi. Des complications ? Ma chère sœur, chaque action financière menée hier soir l'a été dans le respect le plus strict et inattaquable de la législation bancaire. Dès l'instant où Michel a ouvert des comptes secrets non autorisés, il a déclenché les clauses de remboursement immédiat et de lutte contre la fraude prévues dans nos contrats de financement. Nous avons simplement cessé de lui accorder des faveurs exceptionnelles. Édouard plongea la main dans sa sacoche en cuir et sortit un dossier portant l'emblème de l'Empire Valois, le posant délicatement sur la table basse. Cependant, Julie, la destruction financière n'était que la phase préliminaire de l'opération, dit Édouard, les yeux brillants de fierté fraternelle. Le développement le plus intéressant s'est joué sur le plan juridique. Que veux-tu dire ? Demandai-je en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des statuts d'entreprise flambant neufs, des documents d'enregistrement et des actes de propriété. Mes yeux s'écarquillèrent en lisant le nom imprimé en lettres d'or en haut du document principal, Studio Valois Design S.A.R.L. Studio Valois Design. Murmurai-je, le cœur battant. Édouard, c'est le nom exact du cabinet d'architecture que j'avais fondé à la fin de mes études avant d'épouser Michel. Précisément, sourit Édouard. Hier soir, exactement 1 heure avant que Valois Capital ne pousse Horizon Bâtiment vers la liquidation, notre division d'investissement a racheté les actifs les plus précieux de l'entreprise. Nous avons acquis leurs brevets d'architecture technique, leur logiciel de conception exclusif et les contrats de travail de leurs 30 meilleurs architectes et ingénieurs. Je le regardais avec stupeur. Vous avez racheté toute leur infrastructure technique. Mais qu'en est-il d'Horizon Bâtiment ? Nous avons laissé Horizon Bâtiment comme une coquille vide ne contenant plus que des dettes colossales et des poursuites judiciaires pour détournement de fonds, dit Édouard avec un sourire entendu. Quand Victoire de Kéradec et son père se disputaient pour prendre le contrôle de l'entreprise hier soir, ils se battaient pour une épave déjà vidée de sa substance. Tout le talent humain et la propriété intellectuelle qui faisaient la valeur de la société ont été légalement transférés à Studio Valois Design avant minuit. Une vague de profonde gratitude m'envahit. Mes frères n'avaient pas seulement neutralisé mes ennemis pour me venger, ils avaient méticuleusement récupéré la valeur réelle de l'entreprise pour me l'offrir, me donnant ainsi les moyens de rebâtir mes projets professionnels. Ce n'est pas tout, Julie, dit Édouard en désignant un second document dans le dossier. Regarde le contrat en dessous des statuts. Je sortis le document. C'était un contrat officiel de maîtrise d'œuvre délivré par le Port autonome de Paris et le ministère des Transports, le contrat de conception architecturale pour le projet d'aménagement des quais de la Seine. Mes mains tremblèrent en lisant les termes du contrat.
Lorsque Keradex Structure s'est effondré hier soir, les commissions d'aménagement se sont retrouvées à chercher d'urgence un concepteur de premier plan pour diriger ce projet de 400 millions d'euros, m'expliqua Édouard. Notre frère aîné, le sénateur Arthur Valois, a soumis une recommandation officielle au comité de sélection ce matin. Il a recommandé une jeune architecte de grand talent qui était restée dans l'ombre ces 6 dernières années. Juliette Valois. Arthur m'a recommandé. Des larmes de gratitude montèrent dans mes yeux. Julie, soyons tout à fait honnêtes l'un envers l'autre, dit Édouard en posant sa main sur la mienne. Pendant les 6 dernières années, tu as sacrifié ta propre carrière pour jouer les épouses effacées, mettant ton talent au service de l'entreprise de Michel. Chaque projet d'envergure dont Michel s'est attribué le mérite ces dernières années avait en réalité été dessiné par toi, tard dans la nuit sur la table de la salle à manger, pendant qu'il était dehors en soirée. Je me mordis la lèvre inférieure, incapable de nier ces paroles. Chaque fois que Michel avait fait face à une échéance difficile ou à un défi technique qu'il n'était pas assez compétent pour résoudre, j'avais passé des nuits blanches à concevoir les plans à sa place, ne demandant rien d'autre en retour que sa réussite. Il s'était approprié mon travail intellectuel, l'avait présenté au marché comme son propre génie, et s'était ensuite servi de ce succès pour me traiter de femme au foyer inutile et sans éducation. Tu n'as plus jamais à rester dans l'ombre, ma chère sœur, dit Édouard doucement, d'une voix pleine de confiance. Il est temps que le monde découvre qui était le véritable esprit derrière Horizon Bâtiment. Il est temps pour toi de dessiner ta propre signature architecturale sous ton propre nom. Je sais que Lilou sera infiniment plus fière d'une mère qui dirige le plus grand projet d'aménagement de Paris que d'une mère qui souffre en silence. La lumière du matin traversait les vitres de la véranda, éclairant la ligne de signature sur le contrat officiel qui n'attendait plus que mon nom, Juliette Valois, directrice générale. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration et sentis les derniers regrets de ces 6 années s'envoler définitivement. Les années sacrifiées étaient derrière moi, mais en cet instant, entouré de l'amour de ma famille, je savais que l'avenir de Lilou et le mien ne faisait que commencer. Un mois plus tard, au 68e étage d'une tour de verre moderne située dans le quartier de Seine-Ouest, offrant une vue panoramique imprenable sur la Seine et les monuments parisiens, se trouvaient les nouveaux bureaux de Studio Valois Design. Mademoiselle Valois, l'équipe d'ingénieurs vient de soumettre les plans de structure corrigés pour le pavillon central, dit un chef de projet en me tendant une tablette numérique. Les responsables de la ville ont examiné vos dessins de façade ce matin, et ils sont absolument ravis du concept. Excellent travail, David, dis-je en passant les plans en revue avec un œil professionnel averti. Demandez à l'équipe de dessin de finaliser les modélisations numériques d'ici jeudi afin que nous puissions lancer les travaux de terrassement dans les délais prévus. Vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, les cheveux impeccablement coiffés, je dégageais l'autorité tranquille d'une chef d'entreprise. Toute trace de la femme timide qui s'était tenue sous la pluie un mois plus tôt avait disparu, laissant place à une femme d'affaires confiante, à la tête d'un grand projet de rénovation urbaine. Regarde, maman, regarde mon dessin. Depuis l'espace de jeu et d'art que j'avais fait installer pour elle dans un coin de mon grand bureau, ma fille de 6 ans accourut vers moi. Lilou portait une jolie robe jaune, les joues roses et souriantes, brandissant une grande feuille de papier. C'était un dessin au feutre coloré représentant un immense gratte-ciel en forme d'arc-en-ciel avec 2 personnages en forme de bâtonnet se tenant la main tout en haut, sous un grand soleil jaune. C'est magnifique, ma chérie, m'exclamai-je en la prenant dans mes bras pour la faire tourner, son rire joyeux résonnant dans le bureau. Toute la tristesse de cette sombre soirée d'automne s'était effacée de son cœur innocent. Protégée par l'affection de ses oncles et la sécurité de notre nouvelle vie, elle s'épanouissait dans sa nouvelle école privée à Paris. Alors que je reposais Lilou pour qu'elle retourne à ses dessins, la porte en verre de mon bureau s'ouvrit et mon assistante entra, l'air visiblement embarrassé. « Excusez-moi, mademoiselle Valois, dit-elle avec hésitation. Il y a un homme à l'accueil de l'immeuble qui demande à vous voir de toute urgence. Il n'a pas de rendez-vous, mais il prétend s'appeler Michel Ségur. » Au seul énoncé de ce nom, l'atmosphère détendue de la pièce s'évanouit. Monsieur Duval, qui se tenait près de la fenêtre, fit immédiatement un pas vers mon bureau, le regard durci. Dois-je ordonner à la sécurité de l'immeuble de le raccompagner à l'extérieur, mademoiselle Valois, demanda Duval froidement.
Ou préférez-vous que je demande à la police nationale d'envoyer une patrouille pour l'arrêter pour non-respect de ses obligations de contrôle judiciaire? Je regardais à travers les baies vitrées la scène scintillante, sentant un calme absolu m'envahir. Non, monsieur Duval, répondis-je calmement. Laissez-le monter. Il est temps de fermer ce chapitre de ma vie une fois pour toutes. 5 minutes plus tard, les portes de mon bureau s'ouvrirent. Dès que l'homme franchit le seuil, mes collaborateurs eurent un mouvement de recul sous le choc. L'homme qui se tenait devant nous était méconnaissable. Il n'avait plus rien du dirigeant élégant qui paradait sur les Champs-Élysées dans un smoking impeccable un mois plus tôt. Michel Ségur avait l'air d'un homme à la dérive. Il portait un costume froissé et sale, couvert de poussière. Ses cheveux étaient gras, son visage était mangé par une barbe mal entretenue et ses joues étaient creusées par la fatigue et les soucis. Ses yeux injectés de sang parcouraient les bureaux magnifiques avec une expression de détresse fébrile. Suite à sa mise en examen, Michel avait dû liquider ses dernières économies personnelles pour payer sa caution. Privé de ses comptes par les saisies conservatoires et évincé de son logement, il était à la rue, dormant sur le canapé d'une connaissance en attendant son procès. Julie, octa Michel, ses yeux se fixant sur moi, assise derrière mon grand bureau en bois précieux. Il fit 2 pas chancelant et s'effondra à genoux sur la moquette, les larmes coulant sur ses joues creuses. Julie. Mon Dieu. Regarde-toi. Tu es absolument magnifique. Tu as l'air d'une reine. Il tendit ses mains tremblantes vers mon bureau, tentant d'avancer en rampant, mais monsieur Duval s'interposa immédiatement, posant fermement sa chaussure cirée contre l'épaule de Michel pour stopper son avancée. Resté à distance de la directrice générale, monsieur Ségur lança Duval d'un ton menaçant. Un pas de plus et je vous fais expulser par la force. Julie, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Sanglota Michel, posant son front contre le sol dans une humiliation totale. J'ai été un imbécile aveugle et arrogant. Pendant la phase d'instruction, mes avocats m'ont montré les registres de conception d'Horizon Bâtiment. Les experts ont prouvé que chaque projet d'architecture primé que j'ai présenté ces 3 dernières années provenait de ton adresse informatique personnelle. C'était toi le génie. C'est toi qui générais toute la valeur. Il leva son visage baigné de larmes, me regardant avec une détresse obsessionnelle. Depuis que tu es parti, je n'ai pas réussi à concevoir le moindre projet viable. Je ne suis rien sans ton esprit, Julie. J'ai besoin de toi. Ma vie, ma carrière, ma raison. Je ne peux pas survivre sans toi et ton talent. Je posai mes coudes sur le bureau, joignant mes mains sous mon menton alors que je le fixais avec des yeux froids. Même à présent, face à la prison et à la ruine complète, ses excuses étaient entièrement centrées sur ses propres besoins, sa propre carrière et sa propre survie. Julie, recommençons à zéro, supplia Michel, essuyant ses larmes de sa manche sale. Nous sommes mari et femme. Nous avons Lilou. Une petite fille a besoin de son père. Je te jure sur ma vie que j'ai changé. Je serai le mari le plus attentionné et le plus humble du monde. Nomme-moi simplement vice-président de Studio Valois Design. Avec ton génie de la création et mon expérience commerciale, nous pouvons dominer le marché de l'immobilier ensemble. En écoutant son délire égoïste, je ne pus même pas ressentir de la colère. Il était d'une lâcheté à toute épreuve. Je me levai lentement, contournai mon bureau et m'arrêtai à 2 mètres de lui. Je le regardai de haut et lui assénai les mots exacts qu'il m'avait lancés dans le hall d'Horizon Bâtiment un mois plus tôt. Michel, tu es complètement délirant. Crois-tu sincèrement qu'un repris de justice sans le sou et sans éducation comme toi ait sa place dans des bureaux de direction d'élite? Une femme de mon statut a besoin d'un partenaire doté de valeurs morales, de force et de dignité, pas d'un parasite. La bouche de Michel s'ouvrit, ses yeux s'écarquillant d'horreur en entendant ses propres paroles cruelles lui être retournées. Julie, non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Notre divorce a été officiellement prononcé par un juge du tribunal de Paris hier matin, continuai-je froidement. La garde exclusive de Lilou m'a été accordée. Tu as été déchu de tous tes droits parentaux. De plus, outre ta peine de prison probable pour abus de biens sociaux, l'équipe juridique de Valois Capital a obtenu une condamnation civile te réclamant 3 millions d'euros de restitution, plus 5 millions d'euros de dommages et intérêts pour vol de propriété intellectuelle.
Je me penchai légèrement vers lui, mon regard plongeant dans le sien. Même en cas de faillite personnelle, les condamnations pour fraude ne sont pas effacées. Quand tu sortiras de prison dans des années, tu passeras le reste de ta misérable existence à faire des petits boulots juste pour payer les intérêts de ta dette envers ma famille. Tu vivras et mourras tout au fond du caniveau. Cette sentence glaciale le frappa de plein fouet. Le corps entier de Michel se mit à trembler violemment. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit en dehors d'un soupir saccadé alors que des larmes de désespoir coulaient sur ses joues. L'homme qui s'était vanté de sa supériorité était enfin pris au piège du sort qu'il avait voulu nous infliger, à ma fille et à moi. Non, non, Julie, ne m'abandonne pas. Je vais mourir en prison, hurla Michel, s'élançant en avant comme un fou pour tenter d'attraper mes chaussures. Avant que ses doigts ne puissent m'effleurer, la botte de Monsieur Duval s'interposa, maintenant le bras de Michel au sol. Michel poussa un cri de douleur. Vous aviez été prévenu, Monsieur Ségur, dit Duval froidement. Il fit un signe aux 2 agents de sécurité qui attendaient près de la porte. Expulsez cet individu immédiatement. S'il tente de s'opposer ou s'il s'approche à nouveau de cet immeuble, procédez à son interpellation et remettez-le à la police. Les 2 agents attrapèrent Michel sous les bras, soulevant son corps tremblant pour le traîner vers la sortie. Julie, sauve-moi. Lilou, dis à ta maman de sauver papa. Lilou, hurla Michel, agitant les jambes alors qu'il était traîné sur le sol. Lilou ne leva même pas les yeux de son cahier de coloriage. Elle se contenta de fredonner un air joyeux, ignorant totalement les cris désespérés de l'inconnu que l'on chassait de nos vies. Les portes se refermèrent, étouffant ses cris pour la dernière fois. Quelques minutes plus tard, sur l'esplanade animée au pied de la tour, les passants et les employés de bureau s'arrêtèrent pour observer les agents de sécurité déposer l'ancien dirigeant en larmes sur le trottoir. Dis, ce n'est pas Michel Ségur ? Le gars qui a détourné de l'argent chez Horizon Bâtiment, demanda un passant en sortant son téléphone pour filmer la scène. Si, c'est lui. Regarde-le, on dirait un sans-abri. Un autre passant prit des photos qui allaient immédiatement faire le tour des réseaux sociaux. L'homme qui avait tout sacrifié pour son image publique était désormais un objet de moquerie publique permanente. Dans le calme de mon bureau au 68e étage, Monsieur Duval s'approcha, un rapport à la main. Mademoiselle Valois, si cela vous intéresse, j'ai les dernières informations concernant les autres personnes impliquées dans l'incident du mois dernier, dit-il respectueusement. Je vous écoute, Monsieur Duval, dis-je en regardant par la fenêtre. Suite à la liquidation de Kéradec Structure, Victoire de Kéradec et son père ont été saisis de tous leurs biens personnels, comptes bancaires et résidences par les créanciers, lut Duval. Mademoiselle de Kéradec vit actuellement dans un petit logement modeste en banlieue. Pour subsister, elle travaille désormais comme plongeuse dans un restaurant de l'Est parisien. D'après nos observations, elle fond en larmes chaque jour dans la cuisine en se plaignant de l'état de ses mains. Et qu'en est-il de Chloé Janvier ? Demandai-je. Mademoiselle Janvier a plaidé coupable des faits d'abus de biens sociaux et de complicité la semaine dernière pour tenter d'obtenir une réduction de peine, répondit Duval avec un sourire discret. Le tribunal a rejeté sa demande de sursis et l'a condamnée à une peine de prison ferme sans possibilité d'aménagement. Sa carrière professionnelle est définitivement terminée. Je hochai la tête lentement, ressentant un profond sentiment de sérénité. Il s'était enivré d'un pouvoir illusoire, écrasant ceux qu'il croyait inférieurs pour flatter leur ego. Mais dès qu'il s'était heurté à la puissance de la famille Valois, leur château de sable avait été balayé sans laisser de traces. Tout ce qui polluait votre vie a été définitivement écarté, Mademoiselle Valois, dit Monsieur Duval en s'inclinant. Merci, Monsieur Duval. Et s'il vous plaît, transmettez toute mon affection et ma gratitude à mes frères, dis-je doucement. Mais à partir de cet instant, je vais tracer ma propre route. Non pas seulement en tant qu'héritière Valois, mais en tant que Juliette Valois, architecte et mère. Je m'éloignai de la fenêtre pour rejoindre le coin ensoleillé du bureau où Lilou terminait son dessin. Je m'agenouillai à ses côtés, regardant sa création colorée. Est-ce le nouveau bâtiment que maman dessine sur les quais, ma chérie, lui demandai-je en caressant ses cheveux. Oui, dit Lilou en montrant les 2 personnages au sommet. C'est toi et moi, maman, tout en haut du monde, là où plus personne ne pourra jamais nous faire du mal.
Tu as tout à fait raison, mon trésor, chuchotait Jo en la serrant fort contre mon cœur. Maman va construire les bâtiments les plus solides et les plus beaux du monde pour toi. Plus jamais nous ne laisserons quiconque nous regarder de haut. Tenant ma fille dans mes bras, regardant l'horizon parisien, je ressentis une immense vague de triomphe. Les parasites qui s'étaient nourris de ma gentillesse avaient été renvoyés à leur propre néant, tandis que Lilou et moi restions fortes et unies, prêtes à bâtir un avenir radieux de nos propres mains. 3 ans plus tard, par une belle après-midi de printemps, une brise agréable soufflait sur les quais de la Seine, apportant la douceur de la saison sur les rives aménagées. S'élevant majestueusement le long du fleuve se trouvait un chef-d'œuvre d'architecture aux lignes de verre et de bois, l'oasis de la Seine, fraîchement inaugurée. Ce n'était pas une simple tour de bureau de plus pour les grandes fortunes de la finance. C'était un espace public majeur conçu pour les habitants de la ville. Le grand complexe comprenait un pavillon éducatif pour les enfants, une crèche associative pour les parents qui travaillent, et des jardins partagés où les personnes âgées et les familles pouvaient s'asseoir ensemble pour regarder les péniches passer. C'était le jour de l'inauguration officielle, et l'esplanade était noire de monde, réunissant des centaines d'habitants, des élus locaux, des représentants de l'État et des journalistes spécialisés en architecture. Mademoiselle Valois. Juliette, par ici. Mademoiselle Valois, la presse spécialisée qualifie l'oasis de la Seine de plus belle réalisation d'aménagement de la décennie à Paris. Que éprouvez-vous en voyant votre projet se concrétiser ? Des dizaines de micros et d'appareils photos se tendirent vers moi alors que je me tenais sur l'estrade, vêtu d'un élégant tailleur blanc. Regardant la foule joyeuse et les enfants qui jouaient déjà dans les jardins de l'esplanade, je ressentis une profonde émotion. J'adressai un sourire chaleureux aux journalistes, répondant à leurs questions avec l'assurance tranquille d'une femme qui avait conquis sa place. Julie, tu as réussi. Nous sommes tellement fiers de toi. Se frayant un chemin à travers les officiels et les invités, 3 hommes de grande taille montèrent sur l'estrade pour me serrer chaleureusement dans leurs bras. C'étaient mes frères, le sénateur Arthur Valois, Édouard Valois, et Victor Valois. Les 3 figures marquantes de notre famille avaient mis de côté leur réunion de travail et leur dossier d'affaires pour venir célébrer la réussite de leur petite sœur. Merci d'être venus, Arthur, Édouard, Victor, dis-je en souriant tandis qu'Arthur m'embrassait sur la joue. Tu plaisantes ? Nous n'aurions manqué cela pour rien au monde, Julie, dit le sénateur Arthur Valois, son visage d'ordinaire sérieux rayonnant de joie. En marchant dans ce parc aujourd'hui, en voyant tout ce que ton talent apporte aux gens. C'est la plus grande fierté de notre famille. La structure financière de ce projet est un modèle d'efficacité qui sera étudié dans les grandes écoles de commerce, ajouta Édouard en ajustant ses lunettes. Tu as prouvé que le talent n'a pas besoin de se cacher derrière un autre nom. Victor s'avança, posant ses mains sur mes épaules avec une profonde affection. Tu as pris la plus grande épreuve de ta vie, Julie, et tu l'as transformée en un projet magnifique. Tu es la seule maîtresse de ton destin. Maman. Une voix joyeuse résonna sur l'estrade. Je me retournai juste à temps pour accueillir ma fille de 9 ans qui se jeta dans mes bras. Lilou avait grandi, devenant une jeune fille vive et pleine d'assurance. Vêtue d'une jolie robe de fête blanche assortie à mon tailleur, elle rayonnait. Elle tenait délicatement dans ses mains un petit écrin en velours bleu marine. Joyeuse inauguration, maman, dit Lilou fièrement, sa voix portant jusqu'aux micros installés à proximité. J'ai un cadeau spécial pour toi. J'ai travaillé dessus pendant des mois. Un cadeau pour moi, ma chérie, demandai-je en m'agenouillant pour être à sa hauteur. Lilou hocha la tête avec enthousiasme et ouvrit l'écrin. À l'intérieur, posé sur un tissu de satin blanc, se trouvait un magnifique pendentif en or massif suspendu à une fine chaîne dorée. En y regardant de plus près, mon souffle se coupa. Le pendentif en or était la reproduction fidèle et parfaite du dessin de Michel, un peu de travers et souriant, que ce dernier avait écrasé sous sa chaussure 3 ans plus tôt dans le hall de la tour de bureau. J'ai économisé tout mon argent de poche pendant 2 ans, maman, m'expliqua Lilou, les yeux brillants d'affection. Et puis j'ai demandé à mon oncle Édouard de me présenter à un joaillier de la place Vendôme pour que nous puissions transformer mon vieux dessin en or véritable. Elle effleura le bijou brillant. Je me souviens du jour où ce méchant homme a écrasé mon collier en papier et nous a fait pleurer. Cela m'avait fait tellement de peine.
Alors, je voulais te donner une vraie médaille en or incassable aujourd'hui, maman, parce que tu as travaillé plus dur que quiconque et que tu as construit le plus bel endroit de Paris. Maintenant, tu as un collier que personne ne pourra jamais, jamais casser. En entendant les paroles de ma fille de 9 ans, mon cœur fut submergé par l'émotion. Des larmes de joie coulèrent sur mes joues, brillant sous le soleil de l'après-midi. Oh, ma chérie. Merci, dis-je avec émotion en la serrant fort contre moi. C'est le plus beau cadeau du monde. Je le garderai précieusement toute ma vie. Lilou sourit, prit la fine chaîne en or et l'ajusta délicatement autour de mon cou. Le pendentif en or reposait sur ma poitrine, brillant contre le tissu blanc de mon tailleur. C'était le symbole durable de notre force, de notre réussite et de notre lien indéfectible. Je me redressai, tenant fermement la main de Lilou, entourée de mes 3 frères aînés. Ensemble, nous nous tenions sur l'estrade, face aux eaux scintillantes de la Seine, tandis que le soleil de l'après-midi baignait la ville d'une lumière chaleureuse. Nous avions traversé l'épreuve de la trahison sans plier, refusant de laisser la dureté des autres briser nos esprits. Et désormais, debout dans la lumière de notre propre réussite, nous avancions ensemble vers un avenir serein, fort et à jamais préservé.